Salut, j'espère que vous allez bien et très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition de Pour votre information. Sophia Yann-Antoineau sera parmi nos invités, viendra nous parler de Maison de rêve. Alexis Proulx-Marcheseau et Manuel Cabral, qui sont respectivement directeurs techniques et aussi ambassadeurs de la course des pompiers, seront là aussi pour venir nous en jaser. Raïssa Epalais, de même qu'avec Christiane aussi Pichette pour le concours Mon Boss, c'est le meilleur. Geneviève Dagneau et Myriam Desjutra aussi pour parler de mine urbaine, de même que Sébastien Perron pour les 50 ans du Carrefour Laval. Martin Labrec, conseiller voyage, nous entretiendra, des croisières. Nicolas Ciccone, célèbre auteur, compositeur, interprète, vient présenter son 15e album. Marie-Lou Mucret pour une nouvelle initiative pour parler sexualité chez nos jeunes. Achille Sifeli, conseiller municipal aussi pour nous présenter une nouvelle émission ici sur notre antenne, soit Laval en perspective. Et Nicolas Vincent Poirier également qui viendra discuter de cinéma avec le film Abigail. Et Christine Pagé, tout d'abord, psychologue, pour jaser avec nous de burn-out parental. C'est un phénomène qui est assez méconnu, mais qui pourtant fait partie de nos vies de plus en plus avec la charge de travail, la pression que s'imposent eux-mêmes les parents avec la vie, le rythme infernal aussi très soutenu de nos jours. Le burn-out parental, est-ce que vous en connaissez justement peut-être les signes précurseurs, les symptômes, comment s'en sortir, tous des questions et des réponses qu'on aura avec la psychologue et c'est Christine Pagé qui est avec nous. Allô? Oui, allô? Content de te retrouver. C'est un peu pour faire suite à notre précédent sujet, d'ailleurs, cette semaine, justement, le burn-out parental. J'ai peut-être une petite idée un peu, je pense qu'il y a aussi les gens, mais qu'est-ce que c'est tout d'abord? Bien, c'est vraiment un épuisement qu'on peut vivre, mais plutôt que le vivre au travail, par exemple, c'est par rapport à la relation avec nos enfants. Donc, on perd l'intérêt d'être avec nos enfants, de jouer avec eux, de s'occuper d'eux. Évidemment, on ressent vraiment un épuisement physique, émotionnel, mental. Il peut venir vraiment une distanciation affective même avec notre enfant. Ça peut même aller jusqu'à de la négligence, peut-être pas nécessairement des besoins physiques, mais des besoins émotionnels, accompagnés pour faire les devoirs, les activités, les loisirs, etc. Évidemment, ça amène beaucoup de culpabilité, de honte, de ressentir ça. On ne se sent pas d'échec. On se sent pas un bon parent, là, ni plus ni moins. Là. Non, pas du tout. Hein. C'est certain quand on se voit comme ça, puis qu'on prend des distances, puis que là, on voit que notre enfant aussi ressent ce qu'on dégage, même si on ne le dit pas, c'est sûr que l'enfant peut devenir en détresse à sa façon. Et souvent, chez les enfants, bien, ça s'exprime par de l'opposition, des crises de colère et tout, mais c'est qu'il y a une détresse, il sent que le parent est détaché de lui là, à ce moment-là. Puis peut-être, notons que, bon, ça peut survenir même si on est en couple et si on est un parent seul, donc de façon monoparentale, par exemple. Puis est-ce que, justement, les façons de réagir ou disons, les signes précurseurs vont être les mêmes, peu importe notre situation, notre statut civil, oui? Oui, les signes, les symptômes vont être les mêmes. C'est sûr que les causes vont être différentes parce que c'est certain que si dans le couple, ça va pas bien, qu'il y a beaucoup de conflits, ça peut amener aussi à l'épuisement parental, alors que la personne là, qui est solo-parentale, bien, elle n'a pas cette partie-là des conflits de couple, mais elle a quand même toute la charge, par contre, encore beaucoup plus grande, toute la charge mentale de s'organiser avec les enfants. Ça les a vraiment à temps plein tout le temps. La maison, le travail, les enfants, et ça devient très lourd. Fait, il n'y a pas de rythme. Ça peut être un petit peu différent, dépendant du partage des tâches si on est en couple, là, mais les symptômes sont quand même les mêmes de ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais même des fois, tu es en couple, puis je peux dire que ça se peut que le père laisse les graines de toast sur la table, puis qu'il ne fasse pas. Tu sais, des fois, on se retrouve presque seul, même si on est en couple. Là. Je ne vais pas viser des couples. Si vous vous sentez rejoint, ça, c'est votre problème. Mais effectivement, il y a des
des femmes, peut-être plus des mamans qui me rapportent ça dans mon bureau, qu'elles se sentent souvent bien seules avec un conjoint qui travaille beaucoup, par exemple, ou il y en a qui ont des emplois qui les amènent à voyager beaucoup à l'extérieur, fait que c'est la mère souvent qui est à la maison pour les enfants. Oui, c'est ça, pour assurer aussi le lien affectif avec les enfants, l'éducation, puis comme tu dis si bien aussi, bien sûr, d'assurer quand même le ménage ou les tâches quotidiennes domestiques. Puis qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, selon les considérations, par exemple en couple ou si on se retrouve en situation qu'on est le seul parent à la maison? Est-ce qu'il y a déjà des points d'ancrage qu'on peut soulever pour tenter peut-être puis tu sais, on veut toujours ça, on aime ça avoir le soutien psychologique, le tien en l'occurrence, mais pour en amont, parce que souvent on est rendu bien loin des fois quand on va te voir aussi. Là. Tout à fait, oui. Bien, avant tout, se dégager du temps pour soi-même dans son agenda, même si on est débordé. Et ça passe soit par le conjoint, évidemment, si on est en couple, soit par la famille, la parenté, les grands-parents, les voisins, les amis, peu importe, ou trouver une petite gardienne, mais se dégager du temps pour soi. Ça peut être pour soi toute seule, pour nos activités, nos loisirs, faire du yoga, aller au spa, peu importe, ou en couple aussi, parce que souvent, on n'a plus de temps de couple, on s'est rendu là. Oui, des temps de qualité. Et si les moyens le permettent, si on a des gentils grands-parents, par exemple, bien, ça peut être de partir une fin de semaine à l'extérieur, pas très loin de la maison, ou même une semaine en voyage, tout inclus, reposant. Tu sais, je pense que ça prend une pause des enfants. Quand on est rendu là, on est en burn-out. Quand en burn-out du travail, on prend une pause. Souvent, on va en arrêt de travail. On ne peut pas faire un long arrêt de nos enfants, évidemment, mais une pause au moins pour recharger les batteries. Je pense que c'est déjà une chose. Puis ensuite, se donner du temps une fois qu'on revient dans notre agenda. Ça, c'est une première chose. Apprendre à réduire ses exigences envers soi-même, là, justement, le ménage, c'est toujours les meilleurs repas. Apprendre à lâcher prise, on revient souvent à ça, mais si on relâche sur nos exigences, bien, on va avoir un petit peu plus de temps pour soi, puis peut-être du temps pour jouer avec nos enfants, parce que les parents, des fois, avec toute la charge, comme tu disais tout à l'heure, du travail, la maison et tout, ils jouent plus avec les enfants, il n'y a plus de plaisir. Les familles que je vois plus rire, par exemple, qui ne rient plus ensemble, n'ont plus de plaisir. Donc, c'est vraiment important de retrouver cette connexion avec notre enfant. Puis ça passe par le plaisir, s'amuser ensemble et tout ça, entre autres. Là. Puis évidemment, l'affection, les câlins et tout, dépendant de l'âge des enfants, mais quand même. Oui. Non, mais c'est toujours très bon, j'imagine. Puis j'imagine aussi peut-être de rassurer notre enfant, puis dans un phrasé, dans un langage qu'il comprend, puis peut-être pas non plus vouloir lui ajouter de l'anxiété, mais c'est bon qu'il sache comment on va. Si jamais on ne va pas super bien en une minute, c'est bon quand même de le rassurer puis de lui indiquer qu'on traverse peut-être une mauvaise passe, mais toujours en gardant peut-être le fait qu'il a 8 ans, 10 ans dans un langage qu'il comprend pour pas trop ajouter de l'anxiété. Bien, souvent, les parents qui font bien, ils vont dire, tu sais, souvent, ils vont dire, maman est plus fatiguée, maman a beaucoup d'inquiétude pour le travail. Tu sais, ils vont essayer de ne pas trop insécuriser l'enfant pour expliquer, parce que l'enfant, il ressent bien les choses. Fait que ça serait pas une bonne chose de dire, non, t'as pas raison de ressentir ça, puis maman va super bien, ou papa, ça peut être papa aussi, là, papa va super bien. C'est important de dire, de dire à l'enfant qu'il ressent bien les choses, il y a une bonne lecture de la situation, mais sans tout lui dire, sans dire, ben là, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, j'ai une dépression, tu sais, il ne comprendra pas, ça va l'insécuriser pour rien. Fait que c'est plus, de le rassurer, en disant, ben maman a beaucoup de fatigue et tout, mais je prends les moyens, j'ai du soutien par d'autres adultes, je prends les moyens pour aller mieux, puis après, on va retrouver une vie agréable parent-enfant. Christine, merci beaucoup pour cette conversation, c'est aussi ces points d'horizon concernant le burn-out parental. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Est-ce qu'il y a un bon moment de l'année pour acheter votre maison? Est-ce que même vous pouvez flairer une meilleure affaire, par exemple, avec l'arrivée du printemps? L'été, est-ce qu'on doit définir absolument ce qu'on veut? On peut se fier directement à notre courtier ou sinon, soit immobilière? Toutes ces réponses, elle est là encore une fois avec nous cette semaine. Salut Sophia Yanantuano. Allô Alex. Bien sûr, tu es courtier immobilière, oui. Alors on le rappelle, on le ravive à l'esprit. C'est parce que j'avais cette conversation avec un ami qui est courtier récemment. Lui me disait qu'il n'y a plus de moment de l'année de prédilection pour faire l'achat d'une maison, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été.
Est-ce que tu es d'accord avec lui qu'il n'y a aucun bon moment, dans le sens que maintenant, un peu comme à l'instar d'un magasinage de n'importe quoi, si on veut quelque chose, on va dans le magasin et on se l'achète. Est-ce que c'est le même principe pour une maison? Je dirais que oui, absolument, Alex. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que quand on était plus jeune, Noël arrivait, on était excités parce qu'on recevait plein de cadeaux. Les parents y achetaient des cadeaux pour Noël. Aujourd'hui, on achète des cadeaux tout le temps. Ouais. On a besoin de quelque chose, on va sur Amazon. On s'en va en ligne, on magasine. Exactement. On va aller magasiner pour des choses quand que ça nous tente. C'est rendu un petit peu la même chose pour les maisons. Avec Internet aussi, on a accès sur les plateformes. Exact. On va voir sur Centris, pour ne nommer que celle-là, qui est populaire. Là. Oui. Puis on regarde, on flaire les bonnes affaires. Oui. Il faut dire que le printemps est quand même le mois, la saison la plus occupée. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des enfants, ils ne veulent pas que les enfants changent d'école à moitié chemin s'ils doivent changer de quartier. Donc, le printemps, c'est un temps où est-ce qu'il y a de l'effervescence, c'est comme la renaissance. C'est un renouveau, là. Exactement. Puis comme tu ris souvent dans le passé, c'est que les gens, des fois, ils vont se divorcer après le temps des fêtes. Donc, c'est le temps de Oui, j'ai un peu ri, même si c'est pas drôle, je le sais, mais non, mais veux pas, c'est ça quand même. C'est la réalité. C'est la réalité. Comme tu as dit, tu sais, des fois, on reste ensemble jusqu'à la fin de l'année scolaire. On ne veut pas amener de l'anxiété aux enfants. On ne veut pas trop déroger de leur routine, mais un coup qui arrive, l'été, le printemps, on commence à regarder pour les appartements ou à une maison, justement. Oui, puis les gens qui sont justement dans des appartements avec ils ont un bail, bien, eux autres, il faut qu'ils déménagent pour le 1er juillet. Exact. Donc, ça reste que le printemps, c'est la saison la plus achalandée. Mais, comme tu dis, il y a définitivement un changement qui se passe en immobilier où est-ce qu'il y a du monde au mois d'octobre. Moi, l'automne passé, j'étais super occupée avant le temps des fêtes jusqu'au 23 décembre. Là, okay. Puis, je n'étais pas la seule. J'ai beaucoup de collègues, c'était la même histoire. Donc, effectivement, c'est pas comme avant. Ou est-ce que c'était juste le printemps et l'été? Je dirais que l'immobilier est quand même achalandé 12 mois par année. Janvier, février, les moins occupés. Là, tu es là pour qu'on puisse, bien sûr, trouver notre maison de rêve. Oui. C'est quoi la porte d'entrée pour trouver sa maison de rêve? Là? Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'accompagne quand même beaucoup de personnes quand ils sont à la recherche de leur maison. Donc, souvent, on va mettre leur maison à vendre, puis là, où est-ce qu'on s'en va? Mais moi, qu'est-ce que je donne comme conseil? Puis ça me surprend toujours que les gens, ils n'ont souvent pas encore leur lettre de préapprobation financière. Moi, je dis c'est la première chose, surtout quand on doit vendre une maison pour en acheter un autre, chose qui se passe énormément, c'est un effet de domino. Donc, si je veux acheter la maison de mes rêves, je la trouve, le prix est bon, le quartier est bon, sa disposition est bon, tout est parfait. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un d'autre rentre, puis ils sont plus préparés que moi pour l'acheter. Bien, il y a une chance que j'aille pas la maison de mes rêves. Puis surtout, là, je fais une parenthèse, mais ça sera important éventuellement parce que récent budget fédéral, on le sait que maintenant, si on vend, par exemple, un bâtiment, les 250 premiers 1 000 $, on va être imposé à 66 % maintenant. Exact. Alors, on va s'en faire encore prendre plus dans les poches. Alors, si on avait l'ambition d'aller chercher une maison, par exemple, à 600 000 puis qu'on n'est pas solvable auprès de notre institution bancaire, peu importe quelle est-elle, ça, c'est des choses aussi auxquelles ça s'ajoute maintenant dans notre choix décisionnel. Absolument. Il faut faire nos devoirs. Il faut faire des calculs, voir où est-ce que je m'en vais. Parce que pourquoi perdre mon temps dans un certain budget si quand je vais arriver puis je vais être toute excitée de commencer à faire mes démarches, que c'est pas réalisable. Donc, on s'assoit avec quelqu'un... Un planificateur financier, ou peu importe. Parce que chaque situation est différente. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas mon mandat, moi, pour aviser financièrement mes clients, c'est quoi la meilleure stratégie pour eux. Mais j'ai des personnes de ressources alentour de moi qui peuvent aller parler et regarder, étudier, planifier, puis se préparer surtout. Alors, on définit nos priorités. Oui. Je pense que la patience, parce que des fois, on est pressé, on arrive dans un moment où, comme tu dis, il y a une situation familiale qui peut arriver, on se sépare, peu importe, puis on veut rapidement trouver. Mais la patience demeure quoi? La flexibilité aussi, une des bonnes clés? Oui, définitivement, la flexibilité a une grande clé. Puis aussi pour dire que il faut, quand on a un coup de cœur pour une maison, là, c'est fou, là, c'est comme un autre être humain, c'est un coup de foudre. Puis il y en a un des deux qui absolument, ça leur prend la maison. Ils vont tout faire pour l'avoir. Mais quand on la trouve, après, c'est quoi l'autre réalité de l'autre côté? Est-ce qu'on est prête financièrement? Donc, le plus que la promesse d'achat va être faite d'une simplicité en voulant dire mon client a déjà une lettre, la maison qu'il veut vendre, elle est déjà sur le marché, on a des visiteurs qui sont venus ou on a déjà une promesse d'achat sur l'autre maison. Donc, la flexibilité aujourd'hui est très importante parce que ça peut prendre, tout
prend plus de temps aujourd'hui. Puis tous les courtiers le disent. Puis tu parlais aussi, avant d'ouvrir les caméras, puis qu'on en parle, je trouve ça pertinent parce que, oui, d'être flexible, d'être patient, mais de prévoir à long terme aussi. Tu parlais, tu sais, de prévoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un quartier qui pourrait se développer? Est-ce que la valeur de notre maison pourrait augmenter avec le temps, avec l'évaluation foncière, avec le développement autour de nous? Ou si on veut rester peut-être plus dans un quartier tranquille, tout ça aussi? Exactement, puis ça dépend. Mes enfants ont quel âge? Ils ont-tu 4 et 5, puis ils vont éventuellement avoir besoin de prendre l'autobus? Ou est-ce que c'est ma deuxième maison, troisième maison? Mes enfants sont rendus à 16 ans et plus, ils vont avoir un auto bientôt. Donc, c'est pas 911 important pour moi d'habiter à côté du nouveau REM ou d'un métro ou d'un arrêt d'autobus. Je cherche justement à avoir plus de verre alentour de moi. Donc, il faut vraiment cibler quand on veut avoir une maison qui offre justement beaucoup de gazon et tout. OK, mais c'est quoi l'autre côté? C'est que je ne vais pas avoir un autobus qui va être juste à côté. Donc, j'ai un compromis à faire. Ouais. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et plus loin des services un peu aussi, tout dépendant, tu sais, si on veut avoir plus de tranquillité, de retirer aussi dans un lieu peut-être plus campagne ou exactement. Calme. Puis à Laval, on a encore la possibilité. On a encore des belles maisons dans des zones un petit peu plus rurales. Parfois, c'est des maisons qui sont un petit peu plus âgées. Ouais. Mais là, on va avoir une rénovation à faire. Mais c'est sûr qu'on ne va pas la payer le prix le plus haut parce qu'ils vont prendre en considération la rénovation aussi, à faire. Ouais. Aussi. Intéressant tout ça. Alors, faites vos recherches. Si on fait un peu globalement le portrait de ce qu'on a discuté, là, c'est véritablement de rester flexible, patient, de définir nos priorités et d'être patient et d'avoir recours à un courtier comme toi. Merci beaucoup, à toi. Alex. À bientôt. Sophia. À bientôt. Au revoir. Le dimanche 2 juin, il y aura plusieurs coureurs qui seront en feu pour la course des pompiers, bien sûr, pour les tracés très variés, 1, 2, 5, 10, le demi-marathon 21.1 ou le marathon 42.2 km. J'ai avec moi l'ambassadeur qui s'est donné tout un défi, Manuel Cabral, et Alexis Proulx marche ça aussi, qui lui est pompier, bien sûr, ici à la ville de Laval, mais aussi membre du comité organisateur de cette course des pompiers le 2 juin prochain. Salut, messieurs! Salut. Salut. Je vais me tourner vers toi, Manuel, parce que tu es un coureur. Tu reviens tout juste il y a quelques temps, à peine, du côté d'un des marathons les plus prestigieux, marathon de Boston, ta 12e fois là-bas quand même. Et là, tu t'es imposé tout un défi, 100 km lors de cette même journée du 2 juin prochain. Pourquoi et comment ça, tu as voulu t'imposer ce défi-là? Oui, premièrement, je vous remercie beaucoup de votre invitation de cette chaîne. Et bon, je vais me poser une question, c'est une question très délicate. C'est vraiment pourquoi j'ai fait 100 km. J'ai dit, on verra, on va aller un jour à la fois. J'ai dit, OK, je vais décider pour ramasser plus d'argent possible pour la Fondation de Grande Brûlée de Québec. Et je sais qu'entre littéralement, je savais qu'il y avait un marathon de Boston à venir. Et moi, j'ai laissé cet objectif, le temple, à côté. Mon principal objectif, c'est traîner et pas blesser pour faire le 100 km. Ouais. Ça, c'est mon grand objectif. Parce que apparemment, vous avez un petit peu levé le pied pour le marathon de Boston, mais en 2h54, j'appelle pas ça lever le pied fort parce que non, mais c'est quand même un grand fait d'âme de l'avoir fait en 2h54. Vous êtes un coureur d'élite, mais cette cause particulièrement donc vous touchait pour la Fondation des Grands Brûlés. Ça a été parmi vos motivations donc pour se joindre cette année à l'événement et de faire le 100 km. Est-ce que c'est tout un défi quand même pour vous qui êtes un coureur d'élite? Est-ce que c'est beaucoup de préparation courir une telle distance? Oui, il y a beaucoup de préparation, mais je suis habitué à ça déjà. Je prends mon temps pour bien dormir, bien manger. Il ne fait pas d'excès. On va aller plus tard à la maison, blablabla. Non, je reste toujours sage. Très concentré. Très concentré. Sur votre course. Et c'est mon objectif. Il ne veut pas blesser, rien de tout. C'est quelque chose. La préparation, il faut courir à chaque jour. C'est combien de kilomètres par jour pour la préparation pour l'événement? Moi, je fais à peu près 21, 22 par jour. OK, un demi-marathon par jour. Fois 7. Ça fait déjà depuis janvier jusqu'à maintenant, j'ai à peu près 2500 km. Ouch! Wow! Bravo pour ça. Félicitations. Et on vous verra courir le 2 juin prochain. Je me tourne vers toi, Alexis, parce que pourquoi c'est important d'avoir un tel ambassadeur comme Manuel à l'événement cette année?
Manuel est avec nous depuis vraiment longtemps. Il est ambassadeur depuis plusieurs années. Il est capable de bien représenter la course. Son esprit de courseur se fait sentir depuis longtemps. Là. Et j'imagine qu'il influence positivement les autres coureurs et les gens joignent à l'événement. Exactement, c'est ça. Dans le fond, une des choses qu'on veut venir donner comme objectif là, à la course des pompiers, c'est les saines habitudes de vie, promouvoir les saines habitudes de vie, l'activité physique. Donc, Manuel, c'est un parfait ambassadeur pour ça. Et là, toi qui es un coureur aussi, tu vas-tu courir le 2 juin ou tu vas peut-être être sur les lignes de côté, s'assurer que tout va bien? Je cours pas 21 km par jour comme Manuel, mais non, moi, je suis plutôt derrière le PC, dans le fond, le poste de commandement là, pour cette course-là. Pour s'assurer que tout va bien rondement la journée du 2 juin, justement. Il y a plusieurs tracés, là, je le disais, on veut justement pour tout type de coureurs ou les gens peut-être en famille, les enfants le faire en famille. C'est pour ça qu'on a des parcours aussi variés que le 1, 2, 5, 10, je disais demi-marathon, le marathon. Est-ce que le tracé, le point de départ, d'arrivée, expliquez-nous un peu comment ça va peut-être là, pour la journée là, sur le jour J, le 2 juin, tout ça se préparer. Oui, dans le fond, la course des pompiers se veut une course qui est accueillante, qui est inclusive pour tout le monde, autant les débutants que les coureurs expérimentés. On a un 42 km qui est certifié or et qui peut te permettre de te qualifier pour Boston. Et on a des 1 km, des 2 km qui sont plus pour la famille. Donc, on a vraiment tout entre ces deux distances-là. On a 42, 21, 10, 5, 2 et 1 km. Puis la ligne d'arrivée se trouve à être au coin de l'Avenir et de Concorde du Collège Montmorency. Donc, vient s'emboîter dans une grande fête des pompiers, un festival qui est super familial. Donc, c'est une opportunité pour toute la famille et pour les sportifs de haut niveau comme des débutants. Oui, et disons-le, parce que les profits vont pour justement la Fondation de pompiers, là, des fondations de pompiers du Québec pour les grands brûlés. Oui. Jusqu'à présent, parce qu'évidemment, c'est pas la première édition de la course des pompiers, je pense que vous avez remis des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à cette fondation depuis le temps. Là. Oui, à chaque année, on essaie toujours d'augmenter un petit peu notre objectif. L'année passée, on avait réussi dans les alentours de 60 000, je crois. Et puis cette année, je pense qu'on va augmenter encore ce chiffre-là. L'inscription se passe très, très, très bien. On s'attend à un nombre record de participants. Combien de coureurs d'ailleurs? Combien de coureurs peut-être on anticipe? On a un objectif de 7500. OK. On prévoit peut-être plus. Ben, pourquoi pas? Puis tant mieux, c'est plus d'argent pour les gens qui en ont bien besoin. Sachez que je pense que le tarif est préférentiel et réduit jusqu'au 30 avril pour l'inscription, je pense. Effectivement, pour les résidents de Laval et pour les jeunes de moins de 17 ans. De 17 ans, alors ça, c'est toujours temps de s'inscrire le jour de la... Est-ce que le jour de la course, c'est possible aussi? C'est plus possible. C'est plus possible, OK. Non, effectivement, c'est préférable. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Rendez-vous sur coursesdespompiers.org pour s'inscrire. Oui, puis on a un petit peu fleuré, puis c'est parce qu'on a encore un peu le temps quand même, mais tout ça s'imbrique dans il y aura le relais des pompiers dans cette même fin de semaine-là, parce que c'est vraiment, je pense, une fin de semaine d'activité, puis peut-être de démontrer ce que les pompiers peuvent faire finalement, les services, vous pouvez donner des renseignements, de la sensibilisation, ce qu'on peut... Et même émettre ça aussi, oui? Oui, la sensibilisation se passe plus dans la grande fête des pompiers. Le relais des pompiers, c'est un événement qui va venir, comme vous dites, s'imbriguer dans notre parcours de la course des pompiers. Et puis, c'est 60 pompiers qui partent de Québec et qui vont faire chacun 5 km endossés avec tout leur appareil et tout l'équipement. Puis qui vont venir croiser la ligne d'arrivée avec nos coureurs. Là. OK, avec l'équipement, là. Oui, on pense donc. Puis c'est combien de livres un équipement généralement que vous traînez? Généralement, là, on parle d'une 40aine de livres sur le dos si on n'a pas les outils dans les mains en plus. Là. Et ça, c'est mon petit côté petit gars, mettons. Conduire un camion de pompier, là.
Moi, tu sais, là, quand on envoie les sirènes puis tout ça, là, ça prend ça un permis? Ça doit être un permis spécial? Ça doit être... C'est un permis spécial le cours se fait à l'École des pompiers, l'IPIC, Institut des pompiers du Québec. Et puis, mais pour tous les coureurs qui vont participer à la course des pompiers, la sirène de départ sera un camion de pompiers. Ah, bien ça, justement, juste pour ça, j'ai le goût d'être sur la ligne de départ lors de cet événement du 2 juin prochain. Alors, soyez là, les liens sont maintenant au bas d'écran pour pouvoir s'inscrire. On le rappelle, tarif jusqu'au 30 avril, préférentiel. Ne tardez pas à le faire. Puis, c'est tellement une fête festive familiale. Puis, comme vous l'avez dit, c'est pour développer les saines habitudes de vie. Alors, 1, 2, 5, 10, 21.1, soit le demi-marathon. Et le marathon également, 42,2 km. Bravo, Manuel, pour cet investissement, pour vraiment la cause. Puis, on sera à tes côtés lors de la ligne de départ pour te voir mener cette course du 100 km très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai le meilleur boss. C'est même pas parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Non, je le dirais même s'il était là. Je suis même pas têteux de boss, même pas. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vraiment un très beau concours régional. On veut favoriser vraiment la jeunesse, notamment allier travail, études. C'est un défi de tous les instants. Et mon boss, c'est le meilleur. C'est une excellente initiative par le regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Également aussi en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Et de ces deux organismes, à la fois, je reçois Raïssa Epalais, qui est, elle, du regroupement donc Lavallois pour la réussite, directrice générale. À ce même titre, au sein du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, Mme Christiane Bichette, merci d'être ici à cette émission. Merci de nous avoir invités. Peut-être de raviver dans l'esprit des gens, qu'est-ce que c'est le concours Mon Boss, c'est le meilleur? Parce qu'on en a la 2e édition cette année-là. Oui, en fait, le concours, c'est vraiment une action de mobilisation pour mettre sur la place publique l'importance, en fait, de concilier études et travail, mais aussi le rôle, parce qu'au-delà de la sensibilisation, c'est sur reconnaître ces employeurs-là qui, au quotidien, encouragent les jeunes, les accompagnent, puis leur montrent que c'est important aussi de finir leurs études. Donc, c'est une belle célébration qui est teintée de sensibilisation et de mobilisation autour de cette thématique. Ouais. Et là, c'est la 2e édition, je le disais. Est-ce que déjà, avec la première de l'an dernier, de manière rétroactive, est-ce que vous avez vu des bienfaits, des bénéfices chez les jeunes, par exemple? Bien, on n'a pas la prétention, si tu me permets, on n'a pas la prétention de dire que c'est nous qui avons inventé la roue. Il y avait déjà des choses qui se faisaient, mais ce qu'on a vu vraiment, c'est que de plus en plus, justement, comme je l'ai dit tantôt, ça se met sur la place publique, on en discute, on en parle. Donc, on pense que ça va continuer à créer justement cet effet, cet engouement. Puis, les employeurs qui ont été gagnants de l'année dernière sont devenus comme des ambassadeurs, non seulement dans leur milieu de travail, mais aussi auprès de leurs pairs. Donc, mais chez les jeunes, je vais laisser Christiane. On ne comprend pas toujours pourquoi on essaie d'impliquer le monde des affaires dans la réussite éducative. Parce qu'ils ont un rôle essentiel. Mais ils ont un rôle essentiel. Tu sais, en pénurie de main-d'œuvre, si chacun se met à recruter les jeunes de plus en plus jeunes, bien, ça va devenir une problématique. Tu sais, nous, on essaie de les encourager de poursuivre leur étude. Oui, qu'ils aillent travailler, mais c'est important que les employeurs les laissent terminer leur étude, les encouragent, mettent des mesures en place de pause, de temps d'études, peut-être s'assurer que pendant les périodes d'examen, il y ait plus de temps. Donc, c'est toutes des mesures qui peuvent être mises en place par les employeurs pour s'assurer que les jeunes terminent et reviennent peut-être travailler dans leur entreprise après et deviennent des employés meilleurs. Oui, bien, parce qu'il y a clairement un gain. À la fois, l'élève, le jeune, va favoriser sa réussite scolaire, on le disait, garder sa motivation. En même temps, l'employeur, lui, peut-être peut développer une sorte de fiabilité, améliore peut-être aussi le rendement de son entreprise, mais au-delà de ça, créer peut-être une confiance aux jeunes, parce qu'elle veut pas, quand on lui confie un rôle au sein d'une entreprise, un rôle important, il y a peut-être une confiance qui vient s'adjoindre de façon supplémentaire aux personnes qui travaillent, aux jeunes en l'occurrence? Bien, vous savez, moi, d'où je viens, on dit, et je pense que c'est une expression qu'on utilise aussi beaucoup ici, il faut tout un village pour élever un enfant. Puis ça prend ce village-là, ça prend des individus qui sont là, donc les employeurs, qui sont là justement pour, à travers on ne demande pas nécessairement de faire des choses qui coûtent énormément. Souvent, c'est juste prendre des nouvelles et d'aménager, comme tantôt Christiane l'a dit, des petits moments comme ça où le jeune peut permettre de reviser ou de se reposer. Vous savez, je veux juste revenir sur le fait que
les jeunes ont beaucoup de stress actuellement. Moi, j'ai été à l'école en 80, j'ai fini mes études en 99. On avait moins de stress que maintenant, même si c'était toujours aussi prenant. Donc, il faut quand même qu'en tant que société, on s'assure que ces jeunes-là, malgré les défis du quotidien, ensemble, on puisse les accompagner puis leur donner les moyens de réussir. Puis je pense que c'est le rôle aussi que les employeurs, qui ne sont pas les seuls. On a le Carrefour Jeunesse Emploi, on a la Chambre de commerce, on a pas mal de joueurs. C'est notre rôle à nous en tant que société. Oui, je pense que vous avez raison. Alors, si par exemple, un jeune veut justement inscrire son patron, donc comment ça fonctionne, les critères, là, par exemple? Donc, il se rend sur le site du RLPRI. Il y a un formulaire en ligne et là, il inscrit son employeur avec son approbation ou pas. Hein, ça peut être une surprise. Il peut faire une surprise. Et là, il y a des questions. Et puis là, il dit, mon boss me donne du temps pour étudier, me donne des fins de semaine plus longues pendant le temps des examens. Donc tous les critères qui sont mis en place par son employeur pour encourager sa réussite. Et par la suite, il y aura, je te laisse continuer sur le jury et sur la Chambre de commerce. Absolument. Je veux juste revenir sur le critère, il faut avoir 14 ans et plus. OK, 14 ans et plus. La loi, maintenant, il faut bien la respecter. Puis, il faut quand même s'assurer que nous, on ne fait pas la chasse aux mauvais boss. On est juste en train de mettre en lumière ceux qui font le petit plus pour que le jeune réussisse. Donc, une fois que le jeune a inscrit son patron pour devenir le meilleur boss, donc il y aura une première sélection qui est faite avec les équipes de nos deux organisations. On va sélectionner 10 duos finalistes. Donc, c'est des duos employeurs-employés qui vont être présentés à un jury qui est constitué autant des employés du Carrefour Jeunesse Emploi. On a ceux qui viennent du milieu de l'éducation. On a un représentant de la Chambre de commerce. Donc, c'est quand même assez varié. Puis, ce jury va sélectionner un duo, donc 5 duos gagnants. Puis, ils vont être récompensés lors d'un gala au mois de juin. D'ailleurs, vous êtes invités tous ceux qui certainement, on ira faire notre tour, voir la réussite. C'est quand même, ça concerne tout le monde, donc c'est ça. Et donc, à la suite de ce gala, on va lancer le concours grand public. Et là, c'est pour le coup de cœur grand public. Et là, on va dans la phase beaucoup plus grande mobilisation et c'est le grand public qui va voter le meilleur boss parmi ces 5 finalistes qui sera récompensé au mois de novembre lors du gala dynamiste de la Chambre de commerce qui, cette année, le concours s'intègre au Gala Dunamis pour avoir une catégorie. Avec la Chambre de commerce de Laval. La Chambre de commerce des industries de Laval. Oui, absolument. Puis peut-être rappeler, il y a des prix en argent, je pense qu'on peut gagner. Oui. Donc, le gagnant, déjà les 5 finalistes gagnent chacun pour les étudiants une carte cadeau de $250. Puis par la suite, le gagnant, donc l'étudiant va gagner une bourse de $1 500. Wow. Et l'employeur va se voir décerner non seulement le prix d'employé engagé pour la réussite éducative, mais aussi un beau prix de $10 000. C'est assez impressionnant. Donc, ça vaut la peine justement de bien intégrer nos jeunes et de favoriser leur réussite scolaire aussi. Vous ne pouvez pas inscrire votre boss. Non, je ne peux pas. Oui. De toute façon, je trouve... faut être aux études. Oui, c'est ça. Je ne vais plus à l'école. Bon, on va retourner à l'école juste le temps d'une session. Pour ça. Mais merci beaucoup d'être passé. Les liens sont au bas de l'écran pour bien connecter, bien comprendre ce qu'on vient d'énumérer ensemble. C'est très inspirant. Puis merci de faire ça pour notre jeunesse. D'accord, merci. Vous avez sans doute un meuble qui traîne dans votre sous-sol, par exemple. Il arrive ce ménage du printemps. Il y a ce déménagement bientôt également qui sera dans l'air le 1er juillet prochain. Minurben peut peut-être donner une seconde vie justement à vos meubles. Ils sont déjà passés l'automne dernier. C'est devenu le projet à la réalité pour Minurben. En plus, je suis très content de recevoir à nouveau Myriam Desjutras qui est avec moi. Salut, et Geneviève Dagneau. Quel beau succès! Oui. Bravo, félicitations! Merci! On est passé justement, je le disais, mais de rêve à réalité. Comment ça se passe depuis ce temps? Vite, ça bouge. Là, on a réussi à s'installer. Donc, on a une adresse physique maintenant à Laval, ce qui est vraiment intéressant pour récupérer des meubles. Oui, parce que rappelons un peu ce que c'est Minurben, le projet d'emblée là, pour vous. Là. Oui, bien, Minurben, c'est un projet où on valorise le mobilier. Donc, on donne une deuxième vie là, à travers toutes sortes d'activités. Donc, notre centre de dons, notre magasin, puis aussi avec des créatifs qui vont leur donner une deuxième vie. Et vous aviez mené, d'ailleurs, vous étiez venu un peu nous en parler, une campagne de sociofinancement. Finalement, ça a été probant. Comment vous avez avancé ultimement?
Bien, on avait un premier objectif d'atteindre 35 000 $. Donc, vraiment, avec la population lavalloise, avec des commanditaires, etc., on a réussi à aller chercher ce montant-là qui nous a permis d'atteindre un deuxième montant. Donc, grâce à Recé Québec puis le fonds Moins c'est plus, on a pu aller doubler le montant. Wow. Donc, on a pu collecter 70 000 $ pour le projet, ce qui fait que le projet a pu passer du rêve à la réalité. Ouais. Puis vitesse grand V, hein, on peut l'exprimer comme ça. Tout à fait. Donc, le centre de dons est ouvert. J'évoquais le fait, parce que là, le déménagement, il y a le printemps, les gens font un peu le ménage là, dans leurs meubles ou dans ce qui traîne à la maison, dans le garage ou autre endroit aussi. Donc, vous recevez les meubles, vous allez les chercher. Comment ça fonctionne? Les meubles, les accessoires de maison, les outils, un peu tout ce qui traîne, tout ce qui peut avoir une deuxième vie, en fait, qui pourrait être réparé ou nettoyé. On prend ça. On a des installations, comme je disais, donc on accueille les gens. On peut prendre rendez-vous sur notre site, puis les dimanches au mois de mai, on va faire des collectes spontanées. Comme ça, les gens vont pouvoir juste venir. Puis, on offre un service de collecte, mais c'est sur appel parce qu'il faut avoir des bras puis un camion pour aller chercher les matières qui sont plus grosses, évidemment. Oui, c'est ça. Puis, je comprends, c'est quand même le coût d'essence, par exemple, de main-d'œuvre pour aller chercher naturellement les meubles en question. Tous les types de meubles que vous pouvez récupérer, que vous cherchez? Bien, presque. Presque, OK? Oui. Bien, il y a une petite exception. OK. Les matelas, donc, non? Non, exactement. Donc, on ne prend pas les matelas ni les meubles rembourrés, comme par exemple les causeuses, les sofas, les fauteuils, les poufs. Donc, ces meubles rembourrés-là et les matelas, évidemment, on ne les prend pas, mais tout le reste, on ne dit pas non. OK. Et quand on parle de tout le reste, là, vous êtes en mesure de récupérer, même si j'ai un meuble, moi, par exemple, qui est un petit peu moins bien conservé pour toutes sortes de réalités, de considérations, il a été peut-être mis dans un endroit humide, par exemple, vous pouvez quand même en soutirer des choses de ces meubles-là? C'est étonnant à quel point les personnes qui travaillent chez nous, qu'on appelle nos valoristes, arrivent à redonner une seconde vie à des objets de toutes sortes de manières, en les découpant, en les taillant, en les repeinturant, en leur trouvant juste une pièce qui peut être réutilisée à bon escient dans un autre projet. C'est toujours inspirant de voir ce qu'on peut faire. On parlait de quincaillerie, là. Exactement. Bien, c'est ça, ça s'étend jusque-là parce que finalement, quand on dit qu'on récupère les meubles, en fait, il y a aussi les articles de maison. Donc, tout ce qui est mobile dans une maison, ça peut aller jusqu'à la pôle de rideau aussi, au crochet, à l'équerre qui pose la tablette, etc. On peut aller dans le fin détail comme ça, mais on peut aussi aller avec la lampe, le set de salle à manger, etc. Moi, les miroirs, les cadres, c'est sans fin, là, tout ce qu'on possède. Puis là, j'avais une boutique aussi, je pense. Est-ce que je me trompe? C'est dans les mêmes installations. OK. Mais c'est pas encore ouvert. OK. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est ça. Donc, on va revenir. On retrouvera, vous reviendrez certainement. Donc là, on va retrouver au sein même de cette boutique-là éventuelle tout ce que vous allez revaloriser au sein même de... D'ailleurs, vous avez pignon sur rue où? Juste comme ça, parce que ça m'intéresse d'aller voir de plus près l'atelier. On est super bien situé. On est sur le bord de l'autoroute 440 au 3206 de la desserte sud. Donc, c'est pas très loin du Carrefour Laval, c'est dans Chaumédé. Exactement. Donc, on saura, bien sûr, aller vous voir. Alors, bravo, félicitations pour cette magnifique initiative. Puis, parce qu'il nous reste à peu près tout au plus d'une trentaine de secondes, mais est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons? Est-ce qu'il y a encore pour vous, là, je ne veux pas vous prendre à contre-pied, mais est-ce qu'il y a peut-être des projets? Vous avez l'air de femmes créatives. Oui, là. Il y a toujours des projets à mine urbaine qui sont en développement. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on invite les gens à venir collaborer. En fait, il y a toutes sortes de façons de venir travailler ou de s'impliquer. Ça peut être bénévolement, mais ça peut être aussi en apportant son propre projet puis en le développant dans nos installations parce qu'on a comme une espèce d'espace de... On va appeler ça un coworking là, pour des gens qui ne veulent pas juste être devant un bureau. Il y a des outils, il y a accès à toutes sortes, une panoplie de matières et d'outils. Donc, c'est... Toutes les opportunités sont bonnes. Moi, je suis meilleur pour démolir les meubles que pour les construire. Non, mais des gens qui démolissent. En plus, pour en démolir une fois de temps en temps. Donnez-moi une masse. Moi, vous arrangez ça. Non, mais de toute façon, quand même, plus sérieux, je trouve que c'est vraiment, on est dans cette, on vient de passer le jour de la Terre, on est dans cette effervescence du printemps. On veut, je pense, penser aussi au futur pour l'écologie, notre écosystème. Tout ça, c'est de revaloriser ce qui existe déjà. Alors, bravo pour cette belle initiative. Puis, on vous réinvite pour l'ouverture de la boutique. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bravo. C'est une véritable institution chez nous. C'est un lieu de rencontre, de découverte. Puis,
est-ce que je peux dire en quelque sorte d'identité vraiment sur le plan de Laval et de son développement à travers les décennies? Je pense que c'est pas peu dire de l'avancer. Et avec nous pour les 50 ans du Carrefour Laval, il en est le directeur général, c'est M. Sébastien Perron avec nous. Bonjour. Bonjour. Je disais un peu à la blague, mais je pense que si on est sérieux 2 secondes ensemble, le Carrefour Laval est quand même pour plusieurs familles, plusieurs personnes, je pense, un peu générateur de souvenirs, de nostalgie. Puis, en quelque sorte, ça représente beaucoup pour l'identité lavalloise, le Carrefour Laval. Tout à fait. CF Carrefour Laval, c'est un fleuron dans le portrait lavallois. Au Québec et dans la communauté lavalloise, c'est un fleuron qui a su s'établir, grandir. Et puis, au fil des années, on a vu de nombreuses personnes y passer, de nombreuses familles, même des couples s'y créer. Oui, oui. Et s'y marier, donc? Et des gens qui s'y marient, notamment. Oui, ah, tout à fait. Ben oui, comme vous le savez, on a notre iconique jardin qui fait l'envie de tous, puis qui suscite saison après saison l'intérêt de nos consommateurs, puis qui s'enquiert régulièrement des activités, des thématiques qui s'y passent. Et puis, qui ont vécu des souvenirs à cet endroit-là. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Puis, des fois, même, on voit les enfants de ces couples-là qui viennent magasiner chez nous. Aussi. Alors, 50 ans d'histoire, c'est pas rien. Oui, puis évidemment, c'est pas ce que c'était maintenant. On se comprend qu'à travers le temps, il y a eu des phases importantes de développement pour le Carrefour Laval, mais quand même, déjà, son ouverture en 1974, c'était déjà très ambitieux. Est-ce qu'on peut dire ça? C'était ambitieux. Cadillac Fairview avait des visions de grandeur et était très innovatrice et très ambitieuse quand la décision de construire un centre comme celui-là s'est implantée. Quand vous regardez des images d'époque, il n'y avait pas grand-chose aux environs. Donc, le centre commercial a su grandir et devenir un fleuron de l'économie, tout comme la ville de Laval. Oui, aussi. Parce que c'était, comme vous dites, des champs, il n'y avait pas nécessairement toutes les autoroutes ou disons, c'était pas développé non plus de façon résidentielle ou commerciale aux alentours du Carrefour Laval. Il fallait être visionnaire, ouais. en effet. Quand même. Et déjà dans les premières bannières, parce que je vais en glisser comme ça va raviver aux gens des souvenirs. On est tous un peu nostalgiques de certaines bannières qui ont peut-être disparu, mais bon, Sears en est une. On va aller sucir, hein? Ouais. Miracle Mart aussi, je voyais aussi que dans les premières intentions là, pour la construction, il y avait Eaton et Stanberg qui s'étaient mobilisés pour la construction à l'époque. Déjà en 69, déjà, il y avait des intentions de le construire finalement, ce qui a abouti en 74. Mais dans les différentes phases, est-ce qu'on peut dire que 2002 demeure un des agrandissements ou un des moments magiques pour définir la suite du succès? Je pense que 2002 a permis vraiment là, à CF Carrefour Laval de prendre son envol par rapport à la compétition. L'agrandissement qui a permis d'accueillir, par exemple, de nouveaux joueurs sur le marché, parce qu'auparavant, on pouvait compter environ 150 magasins. L'arrivée de cet agrandissement-là nous a permis d'accueillir beaucoup plus de joueurs sur le marché. On parle de combien de magasins à peu près? Au total, on est rendu à environ 270 magasins. C'est sûr qu'il y a des périodes où on en a plus que d'autres parce qu'il y a des périodes où on a de l'activité de location temporaire. Comme le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'en est une bonne. La période de la fête des mères, par exemple, la Saint-Valentin. Il y a des activités qui reviennent, là. Puis des kiosques qui reviennent de cette façon-là, qui augmentent à ce moment-là l'offre à notre clientèle. Oui. Puis c'est 1,2 million de pieds carrés aux alentours. C'est ce qui fait le plus grand centre commercial fermé, là, à l'abri des intempéries dans le Grand Montréal. Puis c'est devenu un centre de divertissement à travers le temps, parce que, tu sais, il y a des événements qui sont, des spectacles, tu sais, c'est plus que magasiner. On n'a pas le choix maintenant, il faut repenser l'offre pour le Carrefour Laval. C'est devenu ça maintenant, un centre d'achat, c'est-à-dire pas juste des magasins où acheter, consommer, il y a tous des événements qui se déroulent aussi. Non, il y a le côté pratique, mais il y a le côté aussi, comme vous le dites, où on veut créer de l'événement, ce qu'on appelle en anglais de l'entertainment. Oui. On veut vraiment créer des souvenirs, que le client qui vient, il y a le côté pratique, la transaction,
il y a retrouver les commerces qu'ils désirent, mais il y a aussi le fun alentour de ça. On a des activités qui se déroulent régulièrement dans le jardin. Il y a des activités qui se déroulent notamment par rapport au 50e anniversaire. Ben, allons-y justement, là. Allons-y là, pour les 50 ans. Qu'est-ce qui se prépare? Là? Bien, ce qu'on a fait, là, ceux qui ont eu l'occasion de venir chez nous ont pu constater dans le jardin, on a une boîte de tirage où les gens sont invités à participer à des concours, puis il y a des cartes cadeaux qui se font tirer régulièrement. Il y avait aussi de distribuer un petit peu partout dans le centre d'achat des stations où on relatait l'histoire du centre commercial. Les gens ont à remplir un sondage, puis encore là, il y a des cartes cadeaux qui se font remettre. Et puis, on a aussi des concours qui se font via Instagram où les gens sont appelés à partager leurs souvenirs. Puis, on est aussi fiers à travers ces 50 ans-là, pour souligner notre 50e anniversaire, d'avoir fait un don de bienfaisance à Moisson Laval. Alors, au nom de CF Carrefour Laval et Cadillac Fairview. Donc, c'est notre façon là, de redonner aussi à la communauté, parce que le centre d'achat, c'est plus qu'un lieu de magasinage. C'est un lieu où les gens se retrouvent. C'est un lieu où les gens vivent en communauté. Et puis, c'est là notre objectif. Puis, évidemment, depuis 50 ans, les habitudes des consommateurs ont changé. On s'est adapté. Il y a cette réalité aussi maintenant qui est de magasiner en ligne aussi. Comment on en arrive pour le Carrefour Laval, justement? On a un peu effleuré en faisant des événements, mais comment on en arrive aussi pour rester disons, au niveau finalement des gens, comment on en arrive à rester compétitif finalement par rapport à ces habitudes qui changent quand même pour nos consommateurs? Je crois que c'est en offrant vraiment l'expérience de magasinage, le service à la clientèle, l'expérience de magasinage. Et puis, c'est bien que vous le souligniez parce que la pandémie nous a... beaucoup de gens se sont retournés vers les achats en ligne. Puis la pandémie nous a permis de démontrer que les gens avaient vraiment besoin de se retrouver dans des centres commerciaux, de magasiner, d'avoir du temps, ce qu'on appelle pour soi, parce que c'est souvent ça, lorsqu'on magasine, c'est du temps qu'on consacre à soi, où on se fait plaisir. Ouais. Puis les gens manquaient ça pendant la période de la pandémie. Bien, moi, ce que vous avancez, je suis tout à fait d'accord, parce que j'y suis allé récemment, je vous l'ai dit, je suis allé chez Renaud-Bré. Puis j'ai vu des mamans avec leurs filles, des fois dans un rythme infernal, on n'a pas le temps nécessairement de se parler beaucoup. Puis là, ils ont pris quelques heures ensemble, aller magasiner du linge, aller essayer des vêtements. Donc c'est des choses, des petites heures comme ça, des moments qu'on se crée ensemble. Articles de sport avec un jeune garçon, son papa, ils sont allés ensemble dans des boutiques de sport. Donc des choses comme ça qui permettent de garder un lien, de socialiser entre nous puis entre amis aussi. Puis qui crée ce que vous avez dit, des souvenirs. Et des souvenirs. C'est ça qui est plus fort que devant son clavier finalement. Expérience humaine. L'achat en ligne a un côté très, très pratique, on ne se le cachera pas, mais l'achat en magasin crée l'expérience. Aussi. Oui. Aussi, bien, bravo pour ces 50 ans. Merci d'être encore justement avec nous pour nous créer des souvenirs, évidemment des événements aussi qui sont uniques. Alors, pour les 50 ans, je pense que c'est d'aller redécouvrir. C'est un peu ça aussi qu'on invite les gens à faire à travers les 50 ans et la célébration, d'aller redécouvrir aussi tous les commerces, puis d'encourager l'achat local. Je pense qu'on peut. À travers les 50 ans aussi, c'est des emplois, c'est des gens aussi qui contribuent à l'économie lavalloise. C'est peut-être ça aussi qui est bon de souligner à travers les 50 dernières années aussi. Tout à fait. Alors, M. Perron, merci beaucoup d'être passé. Puis bon 50e à tous les employés à la magnifique gang du Carrefour Laval. Merci beaucoup. Merci. On s'en va sur l'île de Gilligan si ça vous tente pour la destination, mais c'est lui qui va tout nous expliquer sur le monde des croisières et on ne va pas s'échouer, je peux vous dire. On est bien guidé. Il tient le gouvernail de notre conversation des informations. Martin Labresque, qui est conseiller voyage. Salut. Salut Alex. Merci d'être là. Et on parle des croisières. Pourquoi d'abord choisir une croisière? Est-ce qu'il y a un point d'entrée qu'on doit comprendre tout d'abord? D'abord, les croisières, ça s'adresse à toutes les clientèles. Il y a différentes compagnies qui vont chercher peut-être un créneau pour les gens plus âgés, les familles. Mais pourquoi on part en croisière? C'est que c'est un voyage d'aventure. Quand on part en voyage dans un tout inclus où on s'en va voir New York, on est tous contents, tous fébriles, tous excités, on a hâte d'arriver, voir ce que ça a de l'air. Mais en croisière, c'est comme ça à chaque jour. Parce que chaque port d'escale nous offre une aventure différente. Et également, ça jumelle un peu le tout inclus. On peut dire, moi, je vais faire des excursions de plage. Là, on va dire, moi, je vais faire des excursions de dégustation, co-culinaire à destination. Il y en a vraiment pour tous les prix et c'est pas rare. Puis pour tout type de voyageurs.
effectivement, parce que sur les bateaux de croisière, on voit ça souvent, des fois, c'est multigénérationnel. On va voir les grands-parents, les parents puis les enfants. Et quand ils débarquent à quai, c'est pas tout le monde qui fait une activité, mais le jour, le soir, quand ils se réunissent, bien, ça parle de ce qu'ils ont fait. Puis on voit que les familles, c'est très, très fébrile. Oui. Puis d'ailleurs, tu sais, parfois, certains vont dire, OK, ça me tente pas, tu sais, je veux relaxer, par exemple. Je veux relaxer sur le pont ou je veux avoir un moment de zénitude dans ma journée. Là, qui vont dire, hey, je prendrai pas une croisière où je sais qu'il va y avoir des familles parce que ça va courir partout, ça va t'exciter. Mais ça, il faut quand même avoir une bonne compréhension des choses, là. Oui, il faut comprendre que sur les bateaux de croisière, comme j'expliquais tantôt, on va le voir plus tard, il y a différents navires avec différents profils. Si on prend une compagnie qu'on appelle contemporain ou de masse, dans lequel qui est multigénérationnel, il y a quand même des ponts réservés aux adultes, qu'on appelle, exemple, Carnaval et Sérénité. Chaque compagnie a le pont, puis on arrive là, puis on n'entend rien. Là. Les enfants, on est comme, puis ça que les gens comprennent, il y a des ponts multiples. C'est sûr que tu es pris avec des jeunes enfants, mais tu es pris d'un glissade d'eau, tu es là, mais ça t'empêche pas, pareil, de quand même laisser des enfants au Kids Club 1 heure ou 2, puis d'aller avec madame, prendre un drink dans la section adulte, puis de revenir. C'est vraiment, il faut casser les mythes. C'est important d'aller en agence puis de questionner votre conseiller voyage pour vraiment briser ces barrières-là. Parce que tant que vous avez ça ancré, cette crainte-là, vous ne pourrez pas embarquer sur le bateau. Parce que c'est vrai que tu as raison, tu amènes un bon point. Il y a beaucoup de mythes qui circulent sur les croisières. Puis justement, c'est par où commencer pour être bien informé, peut-être, pour les gens qui nous écoutent? Je pense que c'est de consulter en agence. Puis d'amener peut-être votre liste d'épicerie, votre liste de craintes. Également, attendre vos attentes. Puis avoir un budget puis un temps de l'année aussi. C'est très important. Quel est le meilleur temps de l'année pour justement être à bord peut-être d'un navire, de partir en croisière? Bien, moi, personnellement, je préconise le temps des fêtes. Là. Les croisières au jour de l'an, les compagnies en mettent plus. C'est sûr que le champagne va être inclus. Il y a le party du jour de l'an. Tu sais, voir 500 bouteilles de champagne, 5, 4, 3, 2, 1, ça pète. Puis les orchestres, il peut y avoir 4 orchestres, 5 orchestres sur le bateau. Écoutez, en mer, puis toutes les étoiles, parce qu'on est en mer, on les voit de façon infinie. C'est spécial. Pour l'avoir vécu une couple de fois, c'est sans doute pour moi la plus belle croisière. Tu as soulevé 4 points à retenir aussi pour notre conversation d'aujourd'hui, notamment le croisiériste. Ça a une incidence aussi? C'est ça qu'on voit. Les gens ne comprennent pas. Il y a à peu près 300 navires de croisière. J'ai répertorié dans une année plus de 1500 itinéraires de juin à juin 2024 à 2025 et 600 itinéraires et à peu près 42 compagnies. On se retrouve comment? Oui, mais c'est ça, là. C'est pour ça que ça prend un conseiller voyage ou peut-être quelqu'un qui est très aguerri dans le domaine, mais un conseiller va vous emmener vraiment, si vous êtes un nouveau ou expérimenté, puis vous voulez vivre d'autres choses, ça prend vraiment quelqu'un qui est là-dedans à temps plein. Oui, et qui s'y connaît, puis qui va connaître, comme tu dis, tu sais, bon, parce qu'il y en a qui sont de luxe, d'autres, j'imagine aussi des compagnies qui vont se spécialiser dans le domaine plus de sport, famille. On peut juste regarder ça ensemble. Juste expliquer qu'on va commencer par initiation en croisière. On va s'adresser principalement aujourd'hui aux gens qui n'en ont jamais fait, puis de comprendre que chaque compagnie, il y a un profil qui vient avec. Je prends exemple, on regarde le Carnival, ben, ces autres, c'est facile, c'est les fun ships, c'est beaucoup clientèle américaine, très party, très festif, de la musique, du karaoké, des musiciens partout sur le navire, des shows d'humour, malheureusement des langues anglaises, mais c'est vraiment ça. On prend exemple Royal Caribbean, ce sont eux des navires dans lesquels le centre, c'est un atrium, c'est un centre d'attraction. Royal Caribbean également fait français très important. C'est ça, c'était ma question parce que est-ce qu'on a quand même une possibilité, si on est juste une langue francophone, québécois, d'avoir des services en français? Royal Caribbean est sans doute celle qui offre le plus de services en français. Puis j'ai envoyé des gens régulièrement là-dessus. Puis il y a toujours du staff qui parle français sur ces bateaux-là. Et c'est quand même impressionnant que cette compagnie-là a pris la peine de recruter du monde partout dans le monde qui parle français. Norwegian, je vous dis que c'est le freestyle, donc vous arrivez là-bas, vous ne voulez pas être pris pour aller manger à tout à l'heure, bien, la marque de commerce de cette compagnie-là, c'est 8-9 restaurants, tu arrives quand ça te tente, ils te donnent une table, tu manges, tu repars, c'est vraiment ça. T'es libre, là. Puis Norwegian, les nouveaux navires également, c'est les spectacles, un peu comme Royal Caribbean, c'est la force de ces deux compagnies-là. Les spectacles, c'est comparable à Cirque du Soleil, vous allez voir du monde descendre du plafond avec des draps, ils vont ouvrir tous les rideaux, tu vois dehors, bouf, les rideaux arrivent, t'es dans le noir, les lumières partent, c'est vraiment très impressionnant. Puis là, il y a aussi toujours l'itinéraire, justement, à proprement parler. Je vais juste venir un petit peu pour les gens qui voudraient peut-être une clientèle plus tranquille. Ce qu'on va emmener en agence, on va pas dans ce qu'on appelle du premium, quand je vais regarder juste à l'écran, des compagnies qui ont un créneau spécialisé. Je prends comme Disney, c'est vraiment Disney des enfants.
Je regarde Holland, c'est une clientèle vraiment, là, je dirais, de 50 à 70 ans, des gens qui veulent se faire dorloter. Les navires sont faits que plus petits, plus humains, qu'on appelle les navires boutiques. Également, on peut voir dehors, quasiment de partout dans ce navire-là. C'est important de dire qu'avant de choisir la croisière, d'emmener vos attentes. Il y a des compagnies, je prends Célébrité, eux autres aussi, c'est vraiment, on peut emmener des enfants, il n'y a pas d'infrastructure pour les enfants, mais il y a quand même quelque chose pareil pour eux, mais c'est la force de Célébrité, c'est la nourriture, le service. Ouais. Puis quand on monte aussi de catégorie, il faut comprendre que plus on monte, oui, le prix monte, mais le bateau aussi devient moins dense. OK. Quand on arrive, exemple, dans ce qu'on appelle les compagnies de masse, Carnival, Costa, MSC, les compagnies de masse, et quand on arrive avec d'autres compagnies, exemple là, comme Célébrité, Princesse, on est un petit peu plus clientèle plus âgée, quoi qu'il peut y avoir des familles, mais on voit qu'on respire plus sur le bateau. Est-ce que les destinations, par contre, justement, par comparatif, exemple, si on parle aux personnes plus âgées, ça va être des destinations peut-être un petit peu plus soleil, plus où ça n'a pas aucune importance? Pas nécessairement, parce que le même navire, qui peut partir de Fort Lauderdale, dans 2 mois, peut avoir 8 itinéraires. Il faut juste choisir celle qui fait son bonheur. D'où l'importance de parler avec le conseiller voyage. Moi, Martin, je veux faire de la plage. Moi, Martin, je veux faire une aventure culinaire. Moi, je veux découvrir des villes. Mais Porto Rico, par exemple, est une ville fascinante. Là. Je veux dire, si vous pouvez aller voir sur Google, Porto Rico, c'est comme un remix de Pirates des Caraïbes avec la Havane. Juste circuler une journée là-dedans, c'est quelque chose. Le temps file un petit peu, mais je veux quand même te demander, est-ce que le choix du navire à proprement parler également? Parce que, est-ce qu'on parle de la grandeur du navire? Est-ce que ça peut avoir aussi un impact, disons, pour les gens? Et le portefeuille aussi, parce qu'on revient souvent à ça aussi. C'est sûr que si on va parler de portefeuille de navire, c'est sûr que pour les premières initiations, les premières croisières, je vais plus recommander un bateau peut-être moins âgé, mais pas les plus neufs nécessairement, pour qu'il y ait quand même des infrastructures. Parce que si on prend, par exemple, le Icon of the Sea, qui est sorti, on parle d'une cabine vue-main, on parle de 3 000 $ par personne pour une semaine, mais le bateau, il est wow! Mais c'est fait pour des croisiéristes qui ont déjà fait toutes les ports d'escale, puis ils veulent être émerveillés par le bateau. Je prends la famille qui arrive, ils disent, moi, je n'ai jamais fait. On va choisir un itinéraire qui va faire beaucoup de destinations, le moins de journées en mer possible, mais le bateau est très bien pareil, mais on peut parler de 1 000 $ par personne pour une vue-mer. C'est quasiment une économie qui n'est pas négligeable. Ouais. Mais on aura quand même une qualité, on aura quand même un confort, on aura quand même un côté spacieux dans la cabine quand même. Il faut comprendre que dans la même compagnie, les navires plus neufs, plus anciens, la prestation de service est pareille. Okay. L'effet, exemple, comme dans Icon, c'est qu'il y a comme un atrium, quasiment une jungle à bord du bateau. Il y a plein de bebelles. Il faut comprendre que ces bebelles-là aussi, comme le glider, il faut payer pour ça. Oui, aussi, donc. Tandis qu'en famille, je vais plus recommander un navire une dizaine d'années, qui va avoir beaucoup de jeux d'eau, des glissades d'eau. Les enfants sont toujours là-dedans, anyway, puis il faut les sortir pour aller souper parce qu'ils veulent coller là. Mais quand on sort le matin, c'est ça qui est le fun. Ils veulent pas y aller, ils veulent aller sur la plage, ils veulent partir à l'aventure avec nous autres, ils suivent. Alors, on pourra aussi avoir un moment entre adultes, entre nous, pour justement, parce qu'on part en voyage, c'est aussi l'occasion pour décrocher, prendre du temps pour soi, se ressourcer également, être reposé. Alors, merci beaucoup d'être passé pour nous indiquer un petit peu l'ABC pour bien choisir notre croisière. Alors, on prend le départ quand? On lève l'ancre quand, Martin? Il y a des départs à tous les jours. Puis ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut prendre aussi l'itinéraire en fonction de le portefeuille. C'est que si vous partez à l'automne, bien, vous êtes conscient que les prix sont beaucoup moins chers, mais vous êtes dans la saison des ouragans. Donc, ça se peut qu'il y ait des ports d'escale, que le bateau continue, ils vont faire de l'animation, la compagnie de croisière se revire vite Saint-Hyacinthe pour occuper les gens. Mais si vous êtes dans le temps de Noël, bien, quand vous débarquez à destination, ça fait drôle d'avoir des sapins de Noël de 50 pieds avec des palmiers. Ça fait des maudites belles photos de famille, mais... On se préparera pour le Noël du campeur. Enfin, comme ça, on va être prêt pour rendu à la fin de l'année. Merci beaucoup, Martin. Parfait. À bientôt. Bye-bye. Pour célébrer ses 25 ans de carrière, l'auteur-compositeur-interprète Nicolas Ciccone nous présente son 15e disque du nom « Je t'ai trouvé, je te garde ». Un album qui rend hommage certainement à son public qui est suit depuis tous les débuts, mais aux femmes de sa vie aussi. Sa maman quand même, faut y penser aussi à cette dernière. Et il est avec nous justement pour en discuter. Salut Nicolas! Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Heureux de t'accueillir dans cette émission. 25 ans de carrière et toujours les femmes qui t'inspirent. Ça n'a guère changé. C'est une source disons, d'inspiration inépuisable. Pour toi, ça semble le cas, en tout cas, avec ton nouvel album, encore une fois. Oui, mais je pense que c'est ça. Ben, je suis italien, on tag ça sur moi, mais je pense que tous les auteurs-compositeurs, on s'inspire beaucoup des femmes. Mais moi, j'ai la chance que c'est vraiment mon public
majoritaire. 80% des gens qui m'écoutent, c'est vraiment des filles. C'est grâce à toutes ces femmes-là, à travers les années, que j'ai réussi à durer, si on veut. Et oui, elles m'inspirent énormément, que ce soit de ma mère, de mon ancienne blonde, ma meilleure amie Lise, qui est partie trop tôt. Et toutes ces femmes que je rencontre. Les gars aussi m'inspirent, mais disons que les femmes, c'est toujours plus direct. La féminité m'inspire beaucoup. Ouais. La fragilité, la sensibilité, c'est sûr que ça vient chercher en moi beaucoup de belles émotions. Oui, bien, c'est là où j'allais, c'est parce que justement, cette sensibilité-là qui peut être distinctive, règle générale, peut-être de nous, la jante masculine, pour toi, ça vient trouver justement, ça vient connecter avec la tienne, à ta grandeur d'âme, ton humanité, ta sensibilité à toi aussi que tu as naturellement? Ben écoute, t'es gentil de me donner tous ces attributs, mais je dirais que j'essaie d'être sensible puis d'avoir le plus d'âme possible, mais c'est sûr que les femmes m'inspirent parce qu'elles ont souvent un parcours qui est beaucoup plus ardu que le nôtre. Qu'on pense juste au fait de devoir porter un enfant, de devoir l'élever, tout ça. C'est un don humain que les gars n'ont pas à faire. Tant mieux, parce que ça a l'air quand même tough, mais ça ne veut pas dire que je n'admire pas énormément les gens qui font ce don-là, dont ma mère, qui est mon idole. Tu sais, j'adore Billie Eilish, mais ma mère, c'est mon idole. J'ai écrit une chanson sur elle, sur cet album-là, qui semble toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans, pas juste ma mère. La chanson « Maman » dont tu as parlé en entrée de jeu. Mais tu sais, il y a plein de chansons d'amour, allant de « Je t'ai trouvé, je te garde », à la rivière, à la danse. Donc, c'est un album vraiment qui touche à plusieurs dimensions, plusieurs personnes. Mais justement, j'ai écouté spécialement Maman et je te lisais sur une autre tribune. Est-ce que j'ai bien compris que tu as à peu près réécrit à 3-4 fois Maman avant d'en arriver à la version finale? Est-ce que, un, c'est vrai, puis deux, pourquoi? Ben, c'est vrai avec toutes les chansons, mais celle-là plus encore parce que j'ai des mères autour de moi qui ont entre 25 et 45 ans. Puis je leur faisais lire la chanson parce que je voulais qu'elle soit juste. Je voulais qu'il y ait une justesse là-dedans. Je reste un gars, donc j'ai de l'empathie, mais je voulais être certain de bien faire mon travail et de leur rendre hommage. Donc, à chaque fois, il y avait des commentaires différents. Une mère de 25 ans ne vit pas la même chose qu'une mère de 45 ans. Et oui, je me suis beaucoup remis en question dans l'écriture de ce projet-là. Et je trouve que c'était pas toujours facile, mais ça m'a aidé à faire un meilleur travail, un meilleur album. Ouais. Même chose avec « Je t'ai trouvé, je te garde ». Écoute, j'ai pris 1 mois pour l'écrire, ce texte-là, la pièce titre. Au début, j'avais, je pense, 10 couplets, 4 refrains, ça avait tout de sens, tu sais. Il fallait vraiment redresser tout ça, mais je me suis beaucoup mis dans l'esprit de l'Opéra du Mendiant, qui est mon premier album, c'est-à-dire dans la peau d'un auteur-compositeur qui ne sait pas qu'il va avoir du succès ou qu'il va avoir des hits. Donc, il ne prend rien pour acquis. Il remet son travail constamment sur les ratures, puis l'ouvrage, puis essaie d'écrire dans la plus grande humilité le meilleur album possible. Ouais. C'est ça que j'ai essayé de faire avec cet album-là. Est-ce que d'ailleurs, parce que je sais que je pense que tu es maintenant proche aidant là, auprès de ta maman, donc qui a quand même 87 ans, un âge vénérable. Est-ce que d'écrire Maman, c'était aussi peut-être inconscient tout d'abord, mais est-ce que c'est devenu une façon de lui exprimer des choses? Est-ce que ça a comme enlevé une sorte de pudeur qu'il aurait pu avoir entre vous deux? Parce que des fois, on a peut-être une certaine gêne à communiquer certaines choses à nos parents rendus à un certain âge. Est-ce qu'il y a un peu de tout ça là-dedans aussi? Peut-être, mais je pense que, tu sais, à la base, c'était vraiment juste d'aborder le thème. Ça fait 25 ans que je fais ça, puis j'ai jamais abordé le thème aussi directement de la maternité. Tu sais, j'ai parlé d'amour avec, évidemment, beaucoup de mes chansons, d'amitié avec la chanson « Un ami », j'ai parlé, tu sais, avec Chanson pour Marie de la violence. J'ai parlé avec l'Opéra du Mendiant de mendicité, mais je n'avais jamais vraiment abordé le thème de la maternité. Et je trouvais que c'était un thème qui était quand même assez collé à ce que je fais. Donc, j'avais le goût de l'aborder. Puis évidemment, je voulais lui rendre hommage. J'ai un regret parce que j'ai une chanson qui s'appelle « Ô toi, mon père », qui est présentement virale. Elle a 3 millions de visionnements.
C'est une de mes chansons les plus populaires présentement, mais je l'ai écrite, évidemment, pour rendre hommage à mon père. Tout le monde se l'est approprié, mais mon père était déjà décédé. Donc là, je me suis dit, non, cette fois-ci, je ne ferai pas la même erreur. Je veux l'hommager de son vivant. Mais je dois t'avouer que ma mère puis moi, on a une relation à l'italienne, donc on ne se parle pas beaucoup de nos sentiments. On est fiers l'un l'autre, mais je suis sûr qu'elle l'apprécie. J'ose pas trop lui en demander des questions par rapport à ça. Mais tu sais, je suis sûr qu'elle doit l'aimer. Puis le but, c'est aussi de permettre aux autres de se l'approprier. Puis ça, c'est fascinant ce qui se passe. Déjà 25 000 vues sur la chanson en quelques jours sur Internet. Les gens qui veulent l'entendre peuvent évidemment aller l'écouter. Donc, c'est beau de voir comment les gens s'approprient un texte, une chanson encore après toutes ces années. Ça me touche beaucoup. Tout à fait. Et il y a un son un peu folk, presque country, un petit peu. Oui, c'est ça. Mais ça, je trouvais intéressant. C'était un exercice que tu n'avais pas vraiment fait beaucoup jusqu'à présent dans ta carrière. Ça ajoute, je trouve, à la curiosité d'écouter ton album. Puis il nous reste peu de temps, Nicolas. Puis je veux absolument aborder ton amour du Québec parce que sur, notamment, là, 24 juin, Chemin des Braves, c'est un peu référence à ça. Toi qui es, comme tu disais, j'ai des souches italiennes, bien sûr. Mais tu as proprement parlé un Québec, tu représentes bien un Québécois qui est arrivé ici, qui s'est bien intégré, dont sa famille est arrivée ici, qui s'est bien intégré. Donc, c'est un peu porteur, je trouve, pour peut-être des nouveaux arrivants, cette chanson-là de ton amour du Québec. Oui, bien écoute, moi j'ai appris les chansons folkloriques québécoises sur scène en faisant les shows de la Saint-Jean au Parc Maisonneuve, puis sur les plaines d'Abraham devant 200 000 personnes. Fait que c'est assez paradoxal. J'avais jamais chanté en français avant ces spectacles-là. J'étais un bloc, j'ai grandi en anglais. Donc, dans la chanson 24 juin et dans la chanson Chemin de montagne aussi, j'avais le goût de rendre hommage au Québec. Je parle de la Côte-Nord, de l'Abitibi, des Hautes-Laurentides, évidemment, où j'ai écrit l'album. Et ça vient chercher aussi la nature folk du disque. Mais c'est sûr que le Québec m'a accueilli à bras ouverts. Moi, j'ai un nom difficile à prononcer. Puis les gens, en général, comme toi, font un effort pour bien le prononcer, pour me donner la place que je peux avoir. Donc, ça marche des deux bords. C'est un respect pour les gens qui m'ont accueilli et qui continuent à m'accueillir à travers le Québec depuis 25 ans. C'est de leur dire merci. Bien, on te dit merci pour ce 15e album. Spectacle est envisagé, hein, j'ai l'impression, comme mot de la fin pour faire la promotion des chansons. Oui, bien, on a commencé déjà. On va être à Rivière-Ouelle le 11 mai. C'est un peu loin de Laval. On va se promener un peu partout au Québec. On fait le Festivois de Trois-Rivières le 28 juin, mais on va aussi faire une grosse tournée à travers le Québec. Puis je suis sûr qu'on va être dans la grande région de Laval au courant de l'automne. Suivez ça sur nicolacciccone.com. Alors, c'est un plaisir. Nicolas Ciccone, merci beaucoup et on te revoit très bientôt sur une scène en territoire lavallois. J'ai très, très hâte. Alors, l'album Entre-temps, Je t'ai trouvé, je te garde, se retrouve justement sur toutes les plateformes musicales et on te garde pour un 16e album aussi très bientôt. Tu seras notre invité. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous autres. Salut. C'est un visage que vous connaissez, que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans des séries telles que 30 vies, toute la vérité, Rupture, aussi peut-être également. Elle est entrepreneur également, a fondé l'agence Verso. Elle est aussi directrice générale de Nouveau Cadre. Vous allez comprendre ce que c'est. On accueille Marie-Lou Micré qui est avec nous. Allô Marie-Lou. Salut Alex. Merci d'être passée parce que je pense que ça va être porteur pour créer des dialogues aussi suite à notre entretien, faire connaître votre mission. Tout d'abord, OK, on va préciser, Nouveau Cadre, bon, on dit, ça répond aux exigences d'éducation ministérielle en créant des programmes. OK, qu'est-ce que c'est tout ça? OK, bien, la mission de Nouveau Cadre, c'est l'éducation à la vie sexuelle des jeunes par le moyen de l'art. Donc, avec des courts-métrages, des pièces de théâtre et de la musique. Et ce, en répondant à la loi du ministère de l'Éducation en lien avec l'éducation sexuelle. Donc, on prend les programmes qui ont été faits par le ministère de l'Éducation et on crée un nouveau cadre, donc grâce à l'art, pour les éduquer. Et c'est une des bonnes façons, j'imagine, ça, de le faire auprès d'un jeune public, de le faire dans un domaine de l'art. Bien, en fait, les études ont démontré que les jeunes apprennent beaucoup mieux par une éducation positive et divertissante. Parce qu'avant, l'éducation sexuelle était faite au moyen d'une morale qui fait peur.
Comme si tu mets pas de condom, ben, tu vas avoir une maladie vénérienne. C'est souvent vrai, là, mais ça fait peur. Oui. OK, ça éduque pas. Ça peut développer de l'anxiété. C'est peut-être pas la meilleure façon, comme tu dis, de pouvoir enseigner à nos jeunes des choses. C'est ça. Et par la bande, des fois, les parents aussi, des fois, sont peut-être pas des fois les mieux placés ou ont peut-être pas non plus l'aisance pour expliquer des choses. Puis que des fois, on revient de l'école, puis là, ça suscite des conversations, puis là, ça crée peut-être de la confusion aussi. Oui, puis souvent pour les parents, comme c'est des générations différentes, ben c'est assez tabou dans certaines familles, la sexualité. Aussi, dépendamment de la religion qui est dans la famille, ça peut être très, très tabou. Mais selon les statistiques, la moyenne d'âge pour tomber sur la pornographie sur Internet pour un enfant, c'est 11 ans. Mais le cerveau n'est pas prêt à 11 ans pour tomber sur des images comme ça. Et c'est là où il faut qu'on éduque. Donc, on ne va pas parler de porno des enfants de 11 ans, mais on va parler d'autres choses pour les sensibiliser à ce qu'ils pourraient trouver sur Internet. Bien justement, les sujets que vous abordez dans le contexte de nouveaux cadres, j'imagine qu'à un moment donné, c'est rendu à un certain âge, vous abordez la porno parce que ça fait partie quand même... C'est en secondaire 4. C'est en secondaire 4, OK. Mais dans le fond, le ministère de l'Éducation n'a pas la thématique porno dans ce qu'on est obligé de parler, mais ça fait partie de la communication saine et du consentement, parce que dans la porno, il y a souvent un manque de consentement et un manque de communication. Tout à fait. Tu sais, quand on commence l'atelier sur la porno, on leur dit, on sait très bien que personne dans la classe n'a jamais écouté de porno, mais on va faire comme si votre ami vous en a parlé. Fait que là, ça détend tout le monde. J'imagine qu'il y a peut-être tu sais, au début, quand on parle aussi de sujets de sexualité en général, est-ce qu'il y a des genres de réactions comme des rires où ça suscite quand même des réactions chez les jeunes? Les jeunes se regardent ou oui, c'est très bienvenu. Ouais. Dans le fond, nous, on utilise beaucoup le jeu. Fait que quand on commence, on demande aux élèves de sortir leur téléphone cellulaire. Puis là, on utilise Mentimeters, qui est une application qui est projetée sur l'écran. Quand ils répondent à des questions, on le voit en live, mais de manière anonyme. Donc, la première question, c'est, mettons, à quoi tu penses quand on dit porno? Puis là, ils vont répondre des affaires que je dirais pas à la télévision. Et là, on les... Tu peux les dire, mais c'est pas moi qui vais le dire. Et là, on les encourage comme ça. Ouh! Ils se sont lâchés lousse. Ils ont bien ri. Puis ensuite, ils sont prêts à nous écouter. Quand même. Puis quand on parlait de porno, mais si on énumère un peu certains des sujets aussi qui sont abordés, par exemple, si on y va de l'âge chronologique, ça part quoi, 11, 12 ans, les premières ateliers Nous, c'est à partir de la 5e année, mais la vérité, c'est que c'est à partir de première année de secondaire. Donc, juste pour expliquer aux gens qui écoutent l'émission, depuis 2018, il y a une loi en matière d'éducation sexuelle que le ministère a mis en place, qui est que quand ton enfant va à l'école, au primaire, il est censé recevoir 5 heures d'éducation sexuelle de manière obligatoire. Et au secondaire, il est censé recevoir 10 heures d'éducation sexuelle selon une thématique. Mettons, au primaire, une des thématiques, ça va être la globalité de la sexualité. Dans la globalité de la sexualité, on ne parle pas nécessairement de sexualité, on parle d'intimité, on parle de communication, on parle d'éveil amoureux, d'éveil sexuel, voilà. Et au secondaire, on va parler justement de communication saine, de la communication par les textos aussi, de pornographie, comme je disais, de consentement. Au primaire, on parle aussi d'agression sexuelle, mais on nomme pas les mots agression sexuelle pour pas leur faire peur. Ouais. On parle de comportement acceptable et de comportement inacceptable. Voilà, c'est un peu les sujets. C'est quand même, c'est important de le faire, puis on est loin du cours de FPS quand on avait... Moi, je viens de l'époque, je sais pas toi, mais où je mettais on avait une banane, là, puis on mettait un préservatif sur la banane. C'était à peu près tout ce qu'on avait comme cours notion 101, puis l'infirmière venait nous voir une fois par année pour nous dire comment se prémunir contre, de faire attention pour pas avoir des ITS et autres. Là, même à l'époque, c'était des MTS. C'était autre chose dans la façon de pouvoir l'énumérer. Mais là, je pense que vous avez fait un court-métrage. Est-ce que je me trompe pour... Oui, bien en fait, on a déjà 10 courts-métrages dans notre actif. Donc, on fonctionne, comme je disais, par l'art dans l'éducation. Fait qu'il y a un atelier dans lequel il y a un court-métrage fait sur mesure avec des jeunes, souvent de mon école et mon agence, qui jouent dedans. Puis là, on en a fait un nouveau qui s'appelle Forever, qui est sur les violences amoureuses dans les relations adolescentes. Et on en a encore un autre qui s'appelle L'après-balle. C'est sur l'après-balle. Aussi. Puis tout ce qui peut se passer de terrible à l'après-balle. C'est ça, les excès d'alcool. De drogue. De drogue aussi. De faire attention, ça approche présentement, puis prochainement. Puis donc, là, il y a 6 écoles qui ont adhéré, je pense, jusqu'à présent, ou qui ont eu... Est-ce que c'est évolutif? Est-ce que
Si, par exemple, quelqu'un, un professeur, est témoin, un directeur d'école présentement, d'un centre de service scolaire, veut l'amener dans son institution scolaire, est-ce que ça, c'est possible de le faire? Vous êtes... Ben oui, absolument. Puis, ils ont juste à nous contacter avec notre site Internet. Et puis, nous, on peut aussi créer des ateliers sur mesure en fonction de la demande de l'école et du professeur. Puis, quelque chose qui est très important à savoir aussi, c'est que selon la loi ministérielle, c'est censé être les professeurs d'école qui donnent l'éducation sexuelle. Mais les professeurs d'école sont pas outillés pour faire ça. Puis, ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Donc, nous, on est là pour leur enlever ce poids-là. Aussi. Et puis, on sait à quel point ça a un impact, la sexualité, sous toutes les formes pour nos jeunes. Merci de le faire d'ailleurs. Puis merci d'être passé à l'émission. Bien, ça fait plaisir. Laval en perspective, c'est une nouvelle proposition qu'on vous donne ici pour vous venir informer, entre autres, de la politique municipale. Il est chef d'ailleurs du parti Action Laval, conseiller municipal également dans Val-des-Arbres, ici sur le territoire lavallois. J'accueille avec moi M. Achille Sifeli. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir. Merci d'être venu nous parler de cette nouvelle proposition. Oui. Et pourquoi c'est important pour vous d'avoir cette plateforme ici à TV Laval, soit Laval en perspective? Bien, j'aimerais dire merci à TVRL pour avoir cette plateforme-là parce que ça nous donne, nous, la chance, l'opposition, de parler de qu'est-ce que nous, on voit qui n'est pas correct présentement avec l'administration, puis les dépenses du budget et tout autre sujet que beaucoup de citoyens ne sont pas au courant. Oui, et parmi ces dossiers-là, par exemple, quels sont les dossiers qui retiennent votre attention jusqu'ici pour donner peut-être un petit peu une idée aux gens? Là? Bien, exemple, des problèmes qu'on a eu dernièrement avec le déneigement, le double taxation sur les propriétés, les terrains qui sont vides, les dépenses des projets à faire, la dette de la ville qui va monter à 66 % dans 2-3 ans. C'est toutes ces affaires-là qui touchent, c'est nos taxes, c'est notre argent. Même les dernières dépenses de voitures de policiers qu'on en parle, c'est qu'on attend encore de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, tout ça, c'est des affaires assez importantes que les citoyens de Laval ont besoin d'avoir de leur juste qu'est-ce qui se passe. Bien, justement, vous avez un petit peu effleuré, mais les fameux Mustang Mach-E, là, justement, pour vous peut-être vous questionnez le processus d'achat qui a été mené? Ou on questionne le résultat final parce que nous, quand on se fait présenter au conseil de ville par le comité exécutif une recommandation d'achat, c'est parce qu'on pense que c'est pour le bien du service des policiers, pour les violences, criminalité, toutes ces affaires-là. Pour contrer la violence, pour... Bon. C'est ça, exactement. Mais quand on va savoir que les voitures ont été achetées puis ont été conduites par le chef pendant 4 mois, et que faire une étude, puis ils n'ont pas les résultats des études, l'argent dépensé pour ça, et en même temps qu'il nous manque d'argent, l'administration demande au gouvernement pour d'autres argent, ça ne fonctionne pas. Et présentement, dernièrement, le maire lui-même, il n'est pas sûr que c'était une bonne affaire. Alors, tout ça ensemble, c'est beaucoup d'argent, puis c'est l'argent des contribuables qu'on dépense. Oui. Vous avez aussi soulevé récemment, plus tôt cette année, un peu le processus, ou du moins, parce qu'on se demandait, avec les 60 millions de dollars récupérés, bon, on connaît l'histoire avec l'ancien maire là, déchu, Gilles Vaillancourt. Vous avez un peu soulevé le fait que, malgré la récupération de bon montant d'argent, bien, que les citoyens restaient un peu perdants dans l'histoire. C'est ce que vous avez mis un peu avec le Parti d'Action Laval. Il y avait quoi dans cette proposition-là? Pourquoi, pour vous, les citoyens restaient perdants malgré les sommes récupérées? Parce que ce soit ces sommes récupérées ou que ce soit, à la fin de l'année, il y a tout le temps un surplus. OK? On est au point que, les citoyens ont besoin d'un répit, là. Et tout coûte cher dans la vie. Et s'il y a une possibilité qu'on peut les faire sauver de l'argent, pourquoi pas le faire? T'sais, même le nouveau aquatique qui va ouvrir bientôt, qu'à la fin, ça a coûté 133 millions au lieu de 62 millions. Mais là, nos résidents de Laval doivent payer pour aller se baigner. Ça n'a pas de bon sens. OK? C'est à certains points, là, cet argent-là, si on peut donner une chance. Je sais que tout coûte cher, puis les services qu'on doit faire. Mais malheureusement, présentement, les citoyens n'ont pas leurs services à proximité. C'est ça qu'ils veulent avoir. Que leurs rues soient nettoyées, que le déneigement soit fait comme il faut, que les parcs soient nettoyés et qu'ils ont une qualité de vie
OK, pour qu'ils puissent en profiter pour vivre à Laval. C'est tout. Alors, Laval en perspective, c'était une partie de ce que vous énumérez parce qu'évidemment, il y a de vos collègues aussi. Oui. Tous vos collègues d'Action Laval sont avec vous dans... C'est ça, c'est ça. Donc, c'est à retenir quand même parce que vous représentez tous des lieux différents dans la ville de Laval, dans vos secteurs, dans vos quartiers également. Alors, c'est une belle façon aussi pour les citoyens, quoi, à votre contact, d'envoyer des questions, de faire part des dossiers. C'est une façon, cette tribune-là aussi, pour eux de se faire entendre à travers vous? Oui, nous, on reste tout le temps disponible à aider les citoyens, peu importe que ce soit de Laval-Ouest à Laval-Est. Okay? Avec mes collègues, Mme Piché, Mme Reverlakis, M. Descotis puis M. Galati, okay? On est là pour servir le bien des citoyens. Et les prochaines missions, on va élaborer plus sur certains sujets aussi. Oui, comme on a énuméré tantôt avec, entre autres, l'achat des voitures Mustang Mach-E qui seront un des dossiers qui va être abordé. Exactement. Alors, c'est à retenir. Laval en perspective. On vous a présenté en quelques minutes brièvement ce que c'est, mais évidemment, de manière plus exhaustive, les dossiers sont décortiqués, sont analysés, les perspectives, il y a des opinions qui sont émises. Alors, si vous êtes des citoyens lavallois, que vous avez des questions, des commentaires, bien évidemment, communiquez avec M. Ciffelli et son équipe aussi. C'est une belle façon de vous faire entendre, oui, dis-je, en tant que citoyen, M. Ciffelli. Merci beaucoup. Merci à vous. Il n'est pas un vampire, mais il a le look de... C'est Nicolas Vincent Poirier, salut. Salut Alex. Merci du compliment. Ça fait plaisir. C'est toujours un compliment quand il est question de toi. Non, mais c'est que t'aimes l'hémoglobine, on va se le dire. Oui, absolument. Et il n'y a pas juste moi qui aime ça, le gore, le sang dans les films et l'horreur et tout ça. Il y a aussi deux réalisateurs, Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin, les deux réalisateurs du film Abigail. Est-ce que tu as aimé le film? Moi, je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons et je te dirais que ce film-là, je suis très content d'en parler parce que, dans un certain sens, c'est une, je ne peux pas dire victoire pour les artistes, mais d'une certaine façon, j'expliquerai pourquoi. Mais toi, de ton côté, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui l'a apprécié. Bien, ça, vois-tu, j'ai pas trouvé que la variante sanglante de Ils étaient 10, là, pour ceux qui connaissent un petit peu peut-être le classique, ça n'a rien... vraiment d'effrayant. J'ai pas trouvé que l'exercice de style avait quelque chose non plus de... On réinvente pas la roue, là. Ah non, il n'y a pas de quoi réinventer la roue. Et même que ce film-là, c'est une réadaptation d'un film de 1936 qui est La fille de Dracula. Et ce qui se passe, c'est que il y a quelques années de ça, Universal a décidé, parce que, bon, la tendance avec le Marvel Cinematic Universe et tout ça, l'idée, c'était de faire des univers cinématographiques avec à peu près tout ce qu'on peut bien imaginer. Et Universal s'est dit, ben nous, on a une bibliothèque de films d'horreur classiques. On va faire la même chose. On va commencer par La momie avec Tom Cruise en 2017. Et finalement, ben là, on s'attendait à avoir un univers cinématographique avec toutes les personnes, les personnages de films d'horreur de Universal. Ça n'a pas marché finalement. Ils ont cancellé l'idée, mais à la place. Et c'est ça qui est intéressant. Ils se sont dit, OK, univers cinématographique pour nous, on ne va pas aller là, mais on va laisser la chance aux créateurs, à ceux qui ont une vision particulière d'adapter nos personnages qu'on a déjà au lieu de faire cet univers cinématographique-là. Et la bonne chose là-dedans, c'est qu'on laisse la liberté aux créateurs tant qu'ils utilisent notre type de contenu, le budget plus ou moins illimité, mais quand on parle de films d'horreur, c'est toujours des petits budgets. Je prends Abigail, on parle de 28 millions. C'est rien comparé aux 300 millions que Indiana Jones a eu l'année passée, admettons. Ouais, mais même si c'est 300 millions, ça ne veut pas dire que ça va être une réussite. Là. Tu te souviens d'Indiana Jones? Absolument pas. Il y a beaucoup, beaucoup de flops avec des gros budgets comme ça. Et justement, avec un petit budget, on peut se permettre d'essayer des choses parce que le risque est tellement moindre. Je prends Abigail, écoute, 15,3 millions dans sa première fin de semaine en Amérique du Nord seulement. Il arrive au numéro 2 au box-office. Oui, c'est un succès rendu là parce que, OK, il faut que tu arrives à peu près 50-60 millions de dollars et on embarque dans le profit. OK, c'est bon, c'est très, très réalisable.
Mais c'est une proposition, par contre, qui comme je le disais, a déjà été vue. La formule, on la connaît. Mais peut-être expliquer un peu, si tu veux, évidemment, je vais te laisser le faire, mais le synopsis, l'histoire d'Abigail, parce que c'est très simple à résumer. Là. Ah oui, c'est tellement simple, Alex. Puis comme tu le dis, là, puis il faut le répéter aux gens à la maison, on ne réinvente pas la roue avec ce film-là. C'est des bandits qui vont kidnapper une jeune fille dans le but de demander une rançon. Et ces bandits-là, bon, ils travaillent pour quelqu'un d'autre. Et ils ne se connaissent pas entre eux, ils utilisent des noms fictifs, et ils kidnappent la petite fille qui est une ballerine. Et là, on peut imaginer que ses parents ont énormément d'argent. Et finalement, ce qui est censé être, dans le fond, une espèce de 24 heures, un huis clos avec la petite fille en attendant que l'argent arrive, et bien finalement, ils se rendent compte que, oh non, la petite fille, mais c'est une vampire. Exact. Et là, là, on peut imaginer le reste. Là, ils sont pris dans une maison enfermés avec une vampire. Et j'ai trouvé ça presque drôle à certains moments. Eh bien oui, c'est drôle. C'est drôle, Alex. Ça se veut. Il y a beaucoup d'humour dans ce film-là. Et venant de ces deux réalisateurs-là, écoute, ils se sont fait connaître avec le film Ready or Not en 2019. Un film assez sanglant aussi, pour ceux qui l'ont vu. Et au concept particulier, c'est une femme qui se marie dans une famille et la famille a un rituel particulier. Une fois que le mariage est fait, là, c'est qu'ils jouent à des jeux et dans ce cas-ci, par hasard, ça tombe sur le jeu. On doit tuer la mariée. T'as comme la nuit pour survivre et si tu survis, tant mieux. Et bon, j'embarquerai pas dans les détails du film, mais bon, c'est un très bon film. Et ces deux réalisateurs-là, après, ils ont fait le Scream 5 en 2022 et Scream 6 en 2023. Et donc, eux autres, ils aiment le gore, l'hémoglobine, le sang. Et en même temps, il y a un côté humoristique et c'est ce que j'aime. Ils ne se prennent pas au sérieux. Et les pas de danse? Les pas de danse, c'était même pas censé pour être... De Abigail, là, précisons là, pour les gens qui regardent actuellement. C'était même pas censé être tant la danse que ça, parce que la petite fille, bon, c'est une ballerine, on la voit souvent faire des mouvements de danse. Le scénariste, il a dit pourquoi est-ce que la petite fille, on l'a transformée en ballerine? Parce que un des scénaristes, pour lui, ce qui est le plus effrayant sur la Terre, c'est bien des ballerines. On ne peut pas faire confiance à des gens qui sont capables de se mettre sur la pointe des pieds puis de faire toutes sortes de choses étranges. Donc ça, c'est une des raisons. Et quand ils ont passé, justement... Continue. Faut rire, ça arrive. Ça arrive. Et on parle d'hémoglobine en plus. Et quand ils ont trouvé la petite fille qui interprète Abigail, Alicia Weir, ils se sont rendus compte qu'elle était très bonne justement dans des mouvements de ballerine. Donc, ce qui était censé être juste à certains moments, certains éléments, eh bien, on a amplifié dans le film et même qu'elle a fait une grande partie de ses propres cascades. C'est parce qu'elle a l'air, ça donne un peu comme une poupée, là. Absolument. Ça fait l'effet de poupée, puis ça me rappelait, puis là, ben, peut-être à tort ou à raison, là, selon notre perspective, puis c'est correct, mais tu sais, les films comme Chucky ou ce genre, tu comprends là où je veux aller? Oui, absolument. Cette façon-là de bouger comme si tu n'étais pas un humain, mais plutôt dans le cas de Chucky, un pantin ou une poupée ou quelque chose du genre, là. Exactement. Ou Megan, le film qui est sorti, je pense, l'année passée, Megan, l'espèce de poupée robotisée. Dans Conjuration. Dans Conjuration aussi, la fameuse poupée, là, tu te souviens? Là? Oui, exact. Et donc, c'est ça. Ça amène un plus à l'histoire. Ça amène un peu un effet un petit peu effrayant en parenthèse, parce que comme toi, moi, c'est pas un film qui m'a fait peur du tout. Là, au contraire, j'ai ri, j'ai trouvé ça très drôle. Et il joue beaucoup avec les clichés aussi. Moi, je ne m'attendais pas à apprécier le film autant que je l'ai apprécié. On s'entend, c'est pas un film qui va gagner aux Oscars. Là. On peut pas le comparer à Dune 2. Il n'y aura pas de nomination non plus. Là, je veux dire, non, je suis persuadé que non. Il n'aura pas de nomination. Là, absolument pas. Mais peut-être qu'il va en avoir un 2. On ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'y aura pas d'univers cinématographique avec ce film-là. S'il y a un 2, ça ne va pas être tout à coup rattaché avec quelque chose d'autre. Universal l'ont bien dit et c'est une bonne chose et on devrait revenir à ça. Pourquoi est-ce que c'est tout du réchauffé ces temps-ci? Eh bien, les studios n'ont plus de risques à prendre. Les risques à prendre. On devrait laisser beaucoup plus la liberté aux artistes, donner des plus petits budgets, regarder qu'est-ce qui marche, mais moins de risques pour les studios, plus de liberté pour les artistes et en bout de ligne, pour le public, eh bien, 1000 fois plus divertissant. Oui, je pense que les cinéphiles apprécient bien. En tout cas, à en voir, comme tu as dit, le budget quand même relatif pour un film hollywoodien, 28 millions, déjà 15 millions et quelques de récoltés. Abigail, alors c'est à voir. Merci beaucoup à toi, Nicolas. Merci.
Ça a été un plaisir de vous recevoir. Vous voyez, j'ai le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que je suis avec une belle gang sur le plateau et je veux les remercier de me faire sourire comme ça et d'avoir du plaisir qui d'ailleurs, je pense, rejaillit chez vous. Je remercie Jacques, Normand, Lucette également, Alain à la réalisation. Je voudrais pas oublier Daniel aussi à la caméra et Sophie aussi, recherchiste qui contribue largement à la réussite de cette émission. Vous pouvez toujours rattraper le contenu très simplement sur notre chaîne YouTube, tvrl.ca, page Facebook aussi pour vous faire entendre. Si vous avez des suggestions, des commentaires, on est toujours à votre écoute. Et bien sûr, supportez-nous. C'est très simple, jouez avec nous. 9h30 pour notre bingo qui suit dans quelques instants. 3500 $ à gagner en lot total, donc 2300 $ pour la carte pleine. Bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!